Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Canvas. Soy Janfres. Estoy seguro que estás aquí porque quieres saber cómo liberarte del bloqueo creativo. O porque eres artista y quieres mejorar. O porque has escuchado que nuestro invitado de hoy trabaja en Hollywood y quieres saber cómo trabajar en la industria de la animación, especialmente en los estudios más grandes. Pues tendrás todo eso en esta entrevista con Christophe Lautrec, una de las personas más experimentadas en la animación 3D de hoy. Lleva 15 años trabajando para DreamWorks, ha sido production designer de Los Croods, ha trabajado como visual artist, o sea, como artista conceptual en la película de Kung Fu Panda, ha trabajado con todos los más grandes artistas que te puedes imaginar de Hollywood. Es un artista increíble y además un gran maestro que está dando clases y conferencias en Schoolism, entre otras cosas. Entonces te imaginarás cuánto podemos aprender de él. Esta entrevista empieza con una descripción de lo que es un production designer, donde Christophe nos explica cuál es su trabajo, cómo lo hace, cómo ha mejorado como artista para llegar donde está, y poco a poco vamos abriendo a más temas de los cuales cómo superar tus bloques creativos, pero principalmente nos da una respuesta muy interesante a la pregunta: ¿será necesario el bloqueo creativo a fin de cuentas? ¿Mi gato? ¿Manji? Hello. Hemos hablado también de otros temas como la educación, saber si es necesario tener un maestro, saber si es necesario ir en la escuela. Y también, si aguantas hasta el final de este video, nos habla de cómo trabajar tu propio estilo o saber si es necesario buscar tu propio estilo. En fin, sin más introducción, te dejo con Christophe Lautrec. Par exemple sur Kung Fu Panda, le production designer qui était donc Ramon Zibak, là-dessus, par exemple quand il a fabriqué l'environnement du Jet Palace, donc c'est l'endroit où habite Shifu, il l'a mis en haut d'une montagne, ok, par rapport là où était situé le village, ok. Ça c'est uniquement parce que Po, le personnage du panda, il est un peu gras, il est maladroit, il est clumsy, tu vois, comment tu dis, Un peu feignant aussi. il est paresseux, voilà, il est paresseux, il est feignant. Et donc, l'idée d'aller voir Shifu, ça veut dire qu'il faut qu'il monte 1000 marches pour regagner le haut du temple tous les jours. Et donc, ça fait partie de son entraînement, tu vois. Donc, si le panda n'avait pas été designé de la sorte, il n'y avait aucune raison pour placer le temple en haut d'une montagne. Donc, tu vois, là, c'est une idée, tu vois, c'est un lien dont les gens sont pas nécessairement, ils font pas gaffe, mais néanmoins, ils le sentent, tu vois. Et ça ajoute, en fait, de l'humour. Ça ajoute beaucoup d'humour parce qu'évidemment, quand tu le vois monter son pauvre escalier avec son surpoids, tu vois, il en bave, tu vois, c'est absolument terrifiant pour lui. Je sais pas si les gens ont très clairement ce que ça veut dire d'être production designer. Est-ce que tu pourrais clarifier un petit peu ça pour être sûr que le chemin soit un petit peu plus balisé pour les personnes qui aspirent à ça? Production designer, c'est assez simple en fait. C'est-à-dire que c'est la personne qui va chapeauter toute l'équipe visuelle du film. Donc, si tu travailles par élimination, cela veut dire que tu vas pas vraiment t'occuper de l'histoire, ni du storyboard, ni nécessairement de l'animation. En revanche, c'est l'équipe du production design qui va quand même s'occuper des personnages, avec le character designer et tout ça. Donc, tu flirtes quand même avec l'animation par défaut. Donc, on s'occupe de l'environnement, du lighting, c'est-à-dire comment l'environnement va être illuminé, le surfacing, donc les textures pour l'environnement, l'architecture. Si tu fabriques une ville, comment elle va être fabriquée? Où est-ce que ça se passe? À quel moment? À quelle année? Est-ce que c'est un film, une vieille dynastie chinoise comme était Kung Fu Panda? Ou est-ce que tu deals avec un néo-New York comme peut l'être Akira? Tu vois? Donc tu gères en fait tout ce dossier visuel et qui sert l'histoire. Alors encore une fois, tu n'es pas des réalisateurs, tu es production designer, ce qui veut dire que tu es quand même au service de quelque chose, au service de quelqu'un. C'est pour ça que j'adore avoir un discours avec mon réalisateur pour savoir ce qu'il a dans la tête, pour savoir ses goûts. Tu vois, est-ce qu'il va être vraiment conservateur et être très près, tu vois, de quelque chose qui est déjà réel? Est-ce qu'il veut vraiment partir dans l'imagination? Et dans ces cas-là, moi, je le supporte. Tu vois, mon but, c'est quand même de le satisfaire et de raconter la meilleure histoire possible visuellement. Quelles sont les qualités principales qu'il faut avoir pour pouvoir être un bon production designer? Bon, il faut avoir l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut avoir monté quelques échelons, je pense, tu vois, pour avoir un petit peu une connaissance
euh, omnisciente sur la fabrication du film. Donc, encore une fois, je répète des termes comme surfacing, texture, lighting, modeling. C'est des choses dont il faut avoir un peu connaissance. Donc, faut peut-être faire les dents un peu au départ là-dessus. Je pense que c'est un plus. Euh, donc, tu peux être d'abord au département visuel au départ. Simplement département visuel, tu fais partie de l'équipe. Donc, tu n'as pas à gérer le comportement des exécutifs et tout ça. Tu t'occupes de ta partie à toi. Et si t'as un... Mais tu regardes ce qui se passe tout autour. Mais tu regardes, tu observes et de toute façon, tu témoignes et tu fais partie du groupe, tu vois. Euh, ça va te donner peut-être le pouvoir de devenir directeur artistique. Tu vois, donc de gérer l'équipe artistique, par exemple. Ouais, donc de monter les échelons petit à petit. Mais aussi, il faut pas avoir pensé que la montagne est si haute que ça. Okay, on a tendance à penser que la montagne est très haute. Tu vois, c'est un peu comme l'idée du bonheur chez certains, tu vois. L'idée du bonheur, c'est ah putain, un jour je serai heureux. Tu vois, le bonheur, c'est là-haut. Non, le bonheur, il peut être au quotidien, il peut être en sortant de chez toi dans le bosquet, tu vois, dans le premier bosquet que tu rencontres, si t'es un peu, si ta sensibilité est là-dedans. Donc, je pense que tu peux être le production designer de ton propre projet, tu vois, au départ. Ça, c'est hyper important. Encore une fois, pour parler un petit peu de mon parcours à moi, j'ai commencé chez Disney, donc une très grosse compagnie au départ. J'ai quitté Disney pour venir à quelque chose de beaucoup plus petit, en fait, sur quelque chose que je puisse gérer, tu vois, pour faire des shorts et même des pubs qui étaient un petit peu dans ce que je pouvais contrôler, disons. Et là, j'ai appris beaucoup. Et je pense que si j'avais pas fait ce passage Bibofilm, il n'y a pas moyen que j'ai eu cette carrière à DreamWorks. Vraiment. Donc, ce petit retour en arrière, disons, m'a permis en fait de regagner en confiance et de pouvoir contrôler mon petit jardin secret, des choses qui sont très, très personnelles. Et au jour d'aujourd'hui, la façon dont j'aborde les gros films, que ce soit à DreamWorks ou à Paramount, c'est exactement la même façon pour moi que de faire un short. Je les aborde de la même façon. C'est-à-dire que je regarde pas le côté grandiloquent et énorme du truc. C'est un peu comme Luke Skywalker quand il doit lever le vaisseau avec Yoda dans le système d'Agoba, quand il pense que c'est trop gros pour lui, tu vois. Alors, en fait, c'est une fausse idée, tu vois. C'est-à-dire que c'est du même acabit qu'un petit objet, vraiment. Il faut le traiter vraiment comme un petit truc à gérer, tu vois. Sauf qu'il y a, voilà, il y a plus de gens, il y a plus de goût, il y a plus de gens qui vont donner leur avis là-dessus, mais peu importe. Peu importe. Tu vois, c'est pas, ça doit pas t'handicaper. Ouais. Au final, c'est juste une quantité finie de réponses qui est à apporter à une quantité finie de questions. Alors que Voilà. quand tu commences à le voir comme un truc immense, t'as l'impression que c'est comme une ombre, tu sais, dans la nuit. Tu sais pas où elle commence, où elle finit. Et Ouais. ça devient impossible à dimensionner et impossible à traiter. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, Jeffrey Katzenberg, qui était donc le PDG de DreamWorks pendant plus de 20 ans, il nous avait dit, il a dit beaucoup de choses qui étaient bizarres, mais il a dit un truc un jour que j'ai trouvé important. Il a dit, be the CEO of your own company. OK? Et j'ai trouvé ça super important, tu vois. C'est-à-dire qu'il faisait référence à son jeune âge, quand il était plus jeune. Donc, c'était quelqu'un d'ambitieux qui travaillait à New York, qui travaillait pour la bourse à New York. Et il disait, quand j'apportais un café à quelqu'un, j'apportais le meilleur café possible et je l'apportais à temps et je l'apportais avec, tu vois, je le faisais bien. Je faisais cette partie-là bien, correctement. Et il a fait toutes ces parties dans sa vie correctement. Tu vois, il n'y a pas à bypasser, il n'y a pas à essayer de sauter par-dessus, tu vois, et de le faire mal. Je veux dire que chaque tâche, en fait, doit être faite correctement. Donc, avec cette même analogie, je pense que chaque illustration ou chaque dessin doit être fait avec passion. Et donc, petit à petit, si tu fais ça correctement, tu vas juste faire monter, en fait, ta connaissance, tout simplement. Et naturellement, tu vas arriver à des postes comme production designer ou directeur, tu vois, uniquement parce que tu as bien monté ta bâtisse. Tu vois, si ta fondation, elle est faible, ton toit tiendra pas longtemps. On est bien d'accord. Qu'est-ce que tu recommandes aujourd'hui à un jeune artiste dont l'ambition c'est d'être production designer? Et est-ce que tu crois que c'est une ambition légitime? Ah ouais, complètement. Ah ben, je pense qu'un artiste qui va être production designer ou directeur ou maître du monde, en l'occurrence, c'est complètement légitime. On a des rêves. On a tous des rêves différents. Enfin, moi, je dis toujours, il y a autant de réalités qu'il y a de gens sur la Terre. Tu vois, il devrait y avoir autant de religions qu'il y a d'individus sur la Terre. Chacun a son droit
tu vois, d'individu, de pouvoir penser selon son bon droit, tu vois. C'est quand même le principe même de la liberté. Par conséquent, avoir l'ambition et le rêve d'être production designer, c'est même génial parce que ça te donne en fait un but. C'est la montagne, tu vois, c'est le drapeau en haut de la montagne. Et donc, quel est le chemin que tu vas emprunter pour aller là-haut? Et dans la même analogie, ça ne veut pas dire que tu es obligé de voir le haut du sommet tout le temps. Ça veut dire que tu suis ton bonhomme de chemin, tu vas suivre ton sentier, parfois tu vas te planter, tu vas te perdre un petit peu, tu vas revenir, mais tu continues ton ascension, tu vois, avec toujours dans l'esprit d'arriver au sommet. OK? Donc, ça veut dire que tu es visionnaire. C'est une vision, c'est visionnaire, c'est être entrepreneur, c'est aussi ça. Entrepreneur, les gens qui sont entrepreneurs, c'est quand même des gens qui ont une vision de quelque chose, une idée au départ. La façon dont tu vas y arriver, ça par contre, c'est un peu plus nébuleux. Tu vois, par où commencer, tu vois, et c'est là où bon, bah, tu as besoin de faire ton travail, c'est là où tu as besoin de demander conseil, d'étudier des choses et tout ça, tu vois. Donc oui, quelqu'un qui est jeune et qui a l'ambition d'être production designer, complètement. Il faut juste appliquer le travail nécessaire pour apprendre ça. Et puis, il faut le faire aussi, c'est-à-dire faut commencer par un petit film, par exemple, tu vois, et tu te fais les dents sur quelque chose. Parce que quand tu fais ça, tu te rends compte que tu apprends des choses dont tu n'avais pas du tout l'idée au départ. Okay, et c'est pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un petit peu d'ailleurs la sagesse finalement du métier, où tu apprends, alors tu apprends des choses que tu n'avais pas prévues. C'est des imprévus, tu vois, des accidents de parcours qui font que ah putain, dis donc, on m'avait appris ça à l'école et en fait c'est pas du tout ça. Et donc ce genre de choses dont tu passes à travers fabrique t'endurcissent, disons, et fabrique ta science infuse au métier que tu as choisi. Et en plus, tu peux avoir un but et tu peux viser ce but-là et d'un coup, sur ce parcours-là que tu as engagé, tu peux bifurquer parce que tu peux aussi rencontrer des gens qui font autre chose ou qui te donnent, tu vois, le désir soudain qu'en fait, qu'il y ait une autre réalité, encore une fois, et qu'il y a autre chose qui te correspond davantage. Encore une fois, moi, je voulais être animateur. Bon, bah, je suis pas du tout animateur. Ok, ça me manque pas du tout. Je suis très heureux d'avoir fait l'école des Gobelins, très heureux d'avoir animé parce que j'étais passionné de ça. Aujourd'hui, ça m'inspire pas vraiment. J'ai pas du tout envie d'être animateur. C'est pas du tout. Je préfère faire une BD qu'être animateur, par exemple. Donc, ces incidents de parcours aussi, tu vois, sont hyper importants. Donc, faire confiance à la vie, tout simplement, faire confiance à la vie, aux gens que tu rencontres, tu vois, et puis t'engager dans des choses et voir ce que ça va donner. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui t'a servi d'avoir étudié l'animation? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à n'importe quel artiste à un moment donné étudier l'animation pour tout ce que ça peut apporter à ton art en général? Ouais, de toute façon, enfin moi, en ce qui me concerne, dans mes désirs, en tout cas d'adolescent au départ, même d'enfant, moi je voulais devenir animateur. Donc c'était un de mes buts, en tout cas, en ce qui me concernait. Donc ça fait longtemps que c'était en gestation, même depuis que j'ai l'âge de 10, 11 ans en fait. Parce qu'en fait, pour monter un petit peu le courant rapidement pour l'anecdote, mais après le divorce de mes parents, quand j'avais 8 ans, donc il y a une période un petit peu confuse à ce moment-là. Et mon père donc s'est remarié et dans la famille de ma belle-mère, il y avait quelqu'un que je voyais donc un week-end sur deux. Lui était policier, c'était son métier, mais sa passion c'était le dessin. Et il faisait de la BD en parallèle et il vit toujours de ça en France. Son nom c'est Bernard. Et en fait, pour moi, ça a été hyper salutaire. Parce que la rencontre de Bernard m'a permis en fait d'avoir quelqu'un, tu vois, vu que j'ai grandi un petit peu dans le sud de la France, dans un village au départ, j'avais aucun contact avec qui que ce soit qui soit artistique. Donc finalement là, j'avais une exposition et pour faire court, un jour il m'a dit, moi j'aurais aimé faire du dessin animé, mais bon c'est un peu trop tard pour moi. Mais voilà, vu qu'il a dit ça à un enfant de 10 ans, moi je me suis dit, ah, ben, c'est pas trop tard pour moi, tu vois. Et c'est marrant, ça a créé un déclic dans ma tête et je me suis dit, tiens, je vais m'occuper de cette tâche et ça va être mon métier. Le dessin t'intéressait déjà ou c'est lui Ouais, qui le a dessin vraiment m'intéresse initié déjà. Non, je dessinais déjà je dessine depuis très longtemps. Enfin, je pense que les artistes, généralement, c'est quelque chose qui est
tu vois, qui est encore une fois, qui est dormant dans le cortex, tu vois, et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut juste trouver la voie, trouver les, tu vois, et puis généralement il y a un déclic qui se passe à un moment donné. Moi, en l'occurrence, le déclic s'est passé assez tôt, je pense. Mon parcours, ça a été, donc moi, j'ai fait une école donc normale jusqu'à l'âge de 15 ans et je suis donc entré dans une école d'art appliqué à l'âge de 15 ans en boarding school. Donc je dormais à l'école avec mes camarades. Donc on était vraiment baignés, tu vois, les uns avec les autres. Il y avait vraiment, encore une fois, tu as un sens de village, un sens de clan où on était, tous les artistes étaient ensemble, on dormait au même endroit, tu vois, on mangeait ensemble. Enfin, c'était absolument génial. Euh, donc j'ai fait 3 ans d'art appliqué. Donc là, j'ai développé un muscle plutôt d'illustrateur, disons. Là, ce que je voulais vraiment faire à ce moment-là, c'était plutôt l'illustration. C'était vraiment ouais, l'idée du moment. C'était vraiment ce qui était les influences des autres artistes. C'était vraiment dans l'illustration. Pardon que je t'interrompe, ça avait plus trait avec le rêve de Bernard. C'était pas je veux faire la même chose que Bernard et faire de la BD. C'était juste bon les amis qui t'avaient amené dans cette direction-là. Pourquoi l'illustration alors que l'objectif original était l'animation? Bah, tout simplement parce que je pense que pour revenir au thème de l'école dont tu cites et qui est hyper important, je pense que l'école et l'enseignement t'apportent un pourcentage d'éducation. Ouais. Je pense que le reste de l'éducation, qui représente à mon goût au moins 80% de ce que tu reçois, c'est par les autres élèves. C'est par tes camarades, par ce qu'ils apportent, par leurs traits, leur côté marginal d'exposer leurs idées, leur imagination. Et tu te retrouves en fait au milieu tu vois, d'un public qui a découvert autre chose, et tu vois, un autre paradigme de l'image, tu vois, qui en fait t'éveille le cortex, tout simplement. Tu éveilles les yeux, tu dis, putain, c'est marrant, j'ai jamais pensé à des trucs comme ça. Et je pense qu'on a tendance à donner un peu trop de pouvoir en fait aux professeurs et à l'enseignement, tu vois, un peu classique du professorat, alors que l'influence tu vois, du pourtour, du clan justement, est hyper importante. Donc pour revenir à ta question rapidement, aller à une école d'animation, génial, tu vois, génial pour ça, parce que les élèves vont être confrontés en fait à d'autres talents et qui vont tout simplement les stimuler. Et pour rebondir là-dessus, donc à la suite des arts appliqués, donc moi je suis rentré à l'école des Gobelins. Et à l'époque, l'école des Gobelins n'était pas vraiment connue. Donc ça n'a pas du tout la prestation que ça peut avoir aujourd'hui. Donc c'est quand même une école qui a été construite au fur et à mesure. Mais je pense que le pouvoir de l'école, c'était pas nécessairement le pouvoir de l'enseignement du tout. C'était vraiment le pouvoir d'engager des gens, donc dans le recrutement, de faire un recrutement redoutable et par conséquent d'avoir un expresso de 30 à 40 élèves qui étaient divisés en 2 classes de gamins qui sont hyper motivés, mais hyper stimulés, hyper enthousiastes, qui sont prêts, tu vois. Donc, c'est même pas la peine de leur tenir la main. C'est des élèves qui sont vraiment stimulés ils ont déjà leur passion en tête, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Et une fois que tu as recruté ce corpus d'artistes, honnêtement, il n'y a plus rien à faire. Tu vois, tu donnes un sujet et la roue est partie. Et d'un coup, tu vois l'émulation qui se passe et la stimulation entre les élèves. Et donc, tu vois ce feu artistique qui monte et par conséquent qui rend les élèves de mieux en mieux. Tu vois les talents. Je parlais il y a pas longtemps avec Marcelo Vignali, dont la définition du design, c'est, ou en tout cas ce que j'en ai compris, c'est insuffler l'humanité en fait dans n'importe quel dessin, dans n'importe quelle forme. Et lui, il disait, c'est pour ça que la pratique du dessin, figure drawing, modèle vivant, est si essentielle parce que tu apprends à capturer en fait le message en fait de l'humanité et comment il se traduit visuellement et à l'appliquer à n'importe quoi. Donc c'était pour ça ma question en fait, parce que pour revenir à l'idée de ces questions, en fait, au final, elles sont destinées à répondre à des questions que se posent ou donner des conseils à des relativement jeunes artistes ou des artistes de tous les niveaux. Et c'est quelque chose que je me demande, ça, des personnes qui disent, bon, bah, moi, je veux faire du VizDev. Est-ce qu'à un moment, toi, tu recommanderais justement de dire, OK, c'est très bien, mais en fait, ta pratique du VizDev peut se voir bénéficier de pratiques connexes, en fait, un petit peu parallèles. Et est-ce que l'étude de l'animation en soi pourrait être une de ces pratiques saines, en fait, pour un VizDev artiste ou quelques types d'artistes? Ouais, l'animation je vais pas dire que c'est nécessaire pour le design, pas du tout.
parce que tu peux faire du design qui est assez hiératique finalement, tu vois, à la limite un petit peu comme Mignola peut le faire, tu vois, où c'est vraiment des poses, on dirait parce que c'est très sculpté, c'est statuesque, disons, tu vois, il y a des poses qui sont répétées, il y a une espèce de mimique qui fabrique aussi en fait son style, donc c'est complètement louable pour lui. Donc je pense pas qu'il ait fait d'animation, en tout cas il a fait beaucoup de bandes dessinées, c'est certain. L'animation a ce pouvoir, en effet, de donner une âme. Donc, pour revenir en fait aux commentaires de Marcelo, je pense que c'est la grosse différence. Et je me souviens d'être dessinateur, disons, avant les Gobelins et ce que les Gobelins t'apportent. Et donc, une fois que tu as appris l'animation, c'est que tout d'un coup, tu appréhendes le design d'une autre façon. Parce que c'est plus nécessairement la pose ultime qui va définir le design. Ça va être une série de poses qui vont définir un acting d'un personnage et par conséquent une personnalité. Donc tu fabriques une personnalité. Donc c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est plus la pose dynamique ou de super-héros. Ça va être la façon dont tu l'animes va créer un personnage qui sera certainement différent d'un autre personnage auquel tu vas donner de la vie. Donc tu ajoutes en fait une âme, tout simplement. Je pense que c'est un fluide vital. L'anime, c'est vraiment un fluide vital que que tu injectes en fait dans la peau du personnage, quoi. Et donc ça, c'est hyper bénéfique parce que je pense que ma façon de dessiner, une fois que j'ai commencé à faire de l'anime, a été un petit peu différente, tu vois. Et donc ça te permet aussi de faire des poses différentes, de commencer à chercher ton personnage d'une façon différente, et pas que ce soit nécessairement dans la pose elle-même, mais qu'est-ce que fait le personnage? Qui est-il? Donc ça te permet aussi de fabriquer des fiches de personnages. On fait ça pour les films. C'est-à-dire qu'avant même de designer un personnage pour un film d'animation, moi, je reçois des fiches de personnalité avec des photos références, avec des lignes sur son comportement, sur ses réactions, sur son âge. Parce que tu peux bien imaginer qu'un gamin, si tu animes un gamin de 8 ans, ou un gamin de 14 ans, ou un jeune homme de 20 ans, la façon dont tu vas l'animer, par conséquent, le posing va être absolument différent. Tu vois, parce que là, tu as une période toute la période d'adolescence qui est en pleine gestation, et donc ton comportement est vraiment différent. Euh, donc c'est là où vraiment l'animation rentre en jeu. Est-ce que tu crois que ce savoir et cette capacité à insuffler une âme à tes designs applique exclusivement pour les personnages, ou est-ce que ensuite, d'une certaine façon, ça a aussi commencé à avoir des conséquences sur ce qui est aujourd'hui ta caractéristique principale, qui est plutôt le environment design? Ouais, pour moi, c'est un tout, c'est-à-dire que j'ai du mal à séparer l'animation de l'environnement. Enfin, ça a toujours été une de mes, je sais pas, un de mes traits de personnalité. Même au Gobelin, je faisais aussi les décors à l'aérographe, je me souviens à l'époque. Euh, et donc, je faisais aussi Je de mettrai l'animation. un petit sous-titre pour expliquer ce que c'est. Ouais, exactement, pour la nouvelle génération. Euh, et donc, j'ai toujours eu du mal à me séparer de ça. Il m'a fallu pas mal de temps, pour être très honnête, pour trouver ma voie là-dedans. C'est-à-dire que même quand j'ai eu travaillé chez Disney, donc j'ai été engagé au Gobelin chez Disney au départ, et j'ai eu un mal de chien à choisir entre le décor et l'animation. Et j'ai pas arrêté d'ailleurs de naviguer de ce département-là au département animation, en fait. Euh, Jusqu'au moment où j'ai donc été engagé par Bibo ensuite à la suite de Disney. Et là, il m'a donné un rôle qui était plutôt un rôle de art direction, tu vois, donc un rôle un peu plus omniscient, tu Par vois, une vue Bibo? omnisciente. Bibo, ouais. C'était un studio ou c'est une personne? Pardon, je C'est connais une pas personne cette... qui avait monté un studio dans les années 90 qui s'appelait Bibo Film. D'accord, je Hein. connais. Donc là, on peut revenir là-dessus si Ouais. tu en as le désir. Mais là, par conséquent, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire les deux. Ok. Donc ce que j'avais appris au Gobelin, finalement, je pouvais tu vois, le récupérer dans l'environnement aussi. D'accord. Moi, ce qui m'importe quand je fabrique un film, c'est que les personnages marchent dans le décor et que le décor marche dans les personnages. Tout ça, c'est un langage unique. Tu vois, quand tu fabriques un film, il faut que tout ça soit homogène, hein, et consistant. Tu vois, il y a eu Bien des sûr. films de par le passé qui ont eu ce manque d'homogénéité et ça se sent et c'est maladroit du reste. Tu vois. Donc j'aime bien naviguer comme ça d'un côté comme de l'autre. Et on fait ça constamment. Et je pense qu'un bon production designer tient en compte, tu vois, le comportement des personnages pour son environnement. Qu'est-ce que tu recommanderais à un artiste qui veut faire du environment design? Quelles sont pour toi les meilleures pratiques pour pouvoir s'améliorer dans ce domaine-là?
Bon, Amine, comme tous les métiers artistiques, et comme je citais l'exemple de la guitare tout à l'heure, c'est-à-dire que ben, il faut pratiquer, il faut beaucoup pratiquer. Il y a toute une gymnastique qui est nécessaire, que ce soit dans le character design ou dans l'environnement, dans le production design. Là, c'est la recommandation première, de toute façon, tu vois. C'est-à-dire que si tu en as vraiment désir, euh, il faut te mettre à table à dessin et dessiner beaucoup. Et c'est un métier qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration et beaucoup de temps en aparté, en solo. Moi, je pense que c'est un trait de nos caractères, c'est aussi d'avoir un pouvoir d'imagination et d'échappe qui nous permet aussi de passer du temps avec soi-même et de pas être courtisé tout le temps par des distractions. Les distractions au jour d'aujourd'hui sur le net, elles sont vives, elles sont récurrentes, elles sont partout. Ok. Donc il y a un piège là-dedans, même dans l'environnement design, c'est de collecter, c'est de devenir des librarians, tu vois, des collecteurs d'images constamment. Tu collectionnes des images de référence constamment. Au bout d'un moment, ces images, il faut les mettre à profit, il faut s'en servir, tu vois. Moi, en l'occurrence, qu'est-ce que je pourrais recommander? De toute façon, il y a beaucoup de références. Moi, je vais beaucoup sur Pinterest, par exemple. Tu vois, et je collecte des références que je classe dans un dossier référence par lighting, environnement, architecture, photographie. Enfin, donc, je fais des divisions. Donc, dès que j'ai un moment, tu vois, que je sois, par exemple, dans ma queue au DMV pour attendre mon assurance, je vais aller sur Pinterest et je vais checker des trucs et je vais classer mes images. Et ça, c'est un truc qui est bien à faire en amont parce que quand tu te retrouves à fabriquer un film et que tu es dans la folie en fait de la production, qui te donne plus une seconde pour respirer, c'est très facile de repartir dans tes dossiers et de pouvoir ressortir en fait des images qui t'ont courtisé et de leur donner leur pouvoir en fait. Donc j'ai fait ça beaucoup, je continue à faire ça. J'ai beaucoup d'images par exemple que j'ai collectées sur Qoods, tu vois, dont je me sers encore aujourd'hui. Tu vois, c'est sur les 3 ou 4 derniers films que j'ai fabriqués en production design, tu vois, j'ai un dossier qui est récurrent et je pioche là-dedans tout le temps en fait. Tu vois. Donc collecter des images, c'est un plus. Ok. Très concrètement, ta recommandation, c'est assieds-toi, mets le monde à part, toutes les distractions et pratique avec ta bibliothèque de références. C'est quoi la prochaine étape? Copie ces références, pratique ta perspective à part, imagine des mondes. J'essaie vraiment de me mettre dans cette position de le b.a.-ba ou le pas à pas de la façon dont toi tu imagines la pratique pour s'entraîner. Encore une fois, ça va dépendre. Tu vois, tu as des gens qui ont des esprits un peu différents et divers. Tu as des gens qui marchent par l'imagination, qui ont pas besoin de référence, par exemple, tu vois, qui ont juste le stimulus et la mémoire visuelle de choses. Et par conséquent, ça leur permet de monter des mondes imaginaires, tout simplement parce que la connexion de iode et de neurones dans le cerveau est fabriquée de la sorte. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de références et d'étudier beaucoup et de fabriquer presque un carcan d'images de références pour pouvoir s'en servir et parce qu'ils aiment en fait d'être ancré dans une espèce de réalité, tu vois. Donc, tu as vraiment des familles assez différentes. Moi, en l'occurrence, je recommande, par exemple, de faire les deux. C'est-à-dire que tu peux aller dehors et faire des dessins d'architecture ou aller au zoo et dessiner des animaux. Donc, ça, c'est plus pour pratiquer ta gymnastique. Je pense que c'est vraiment plus pour observer le monde en 3D aussi. Donc, ça, là, c'est plus un monde en 2D. Tu n'es plus à visionner Pinterest. Donc, regarder le monde en 3D, voir donc l'espace, dealer avec l'espace. Donc, par exemple, tu vas découvrir qu'il y a de l'atmosphère. Tu vois, donc si tu fais une peinture, tu vas découvrir que l'atmosphère va séparer les niveaux de vision entre les différents niveaux de vision de ce que tu vois. Donc, faire ce genre de choses, c'est complètement louable. Moi, je le fais pas. OK? Donc, mais ça ne touche que moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font et c'est complètement à leur discrétion et ça fait des soldats super vaillants et qui ont développé un autre muscle que le mien. Moi, j'aime beaucoup les références, j'aime beaucoup les BD. J'ai grandi avec la BD, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai copié et sans honte beaucoup de bandes dessinées. Et tu vois, j'ai des artistes comme Loisel, par exemple, que j'ai copié. J'ai copié les environnements. Il y a des décors des Disney classiques. J'avais le Illusion of Life, des bouquins comme ça. Et donc, j'ai vraiment copié des peintures, littéralement, tu vois. Pour moi, c'était la meilleure école, honnêtement, de comprendre comment a été fait l'image.
Donc, j'ai fait ça beaucoup. J'ai fait ça beaucoup. Et puis, au bout d'un moment, ça te lasse, tu vois. Et au bout d'un moment, tu sens que ton imagination prend le relais, tu vois. Il y a envie de s'exacerber, de partir en live un petit peu. Donc là, tu fermes le livre et tu laisses ton imagination courir. Ça, c'est un très bon exercice aussi que je recommande, tu vois. C'est fermer les livres au bout d'un moment. Ou fermer tes références. Et tu fermes ton ordinateur. Et puis, tu laisses partir l'imagination, tu vois. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros problème de ce que j'appelle l'approbation, en fait. Les jeunes élèves, généralement, ont besoin enfin, à cause des réseaux sociaux, les gens ont tendance à poster de façon récurrente et peut-être un peu trop. C'est-à-dire que maintenant, on fait des dessins pour pouvoir les poster et pour pouvoir avoir l'approbation du public, pour pouvoir un maximum de likes ou de gens qui te suivent sur Instagram, par exemple, tu vois. Là, donc ça manifeste l'idée que tu vois, si tu as besoin de travailler sur une peinture pendant un mois, ben, ça veut dire que ta peinture, tu la montreras dans un mois ou 2 mois, par exemple. Il y a pas de, t'es pas sous rush, tu vois. Et donc, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de rush constamment à cause de ce désir, tu vois, d'approbation constante, qui permet pas, qui donne pas en fait aux élèves le temps nécessaire, peut-être, tu vois, de se trouver aussi, de trouver sa griffe, tu vois, de faire, défaire, refaire, détricoter, retricoter, jeter à la poubelle, refaire, et là tu montres. Ouais. Ou pas du reste. Donc, explorer, se tromper. Mais complètement. Moi, quand je fais des personnages, je les fais et je les refais et je les refais et je les refais. Mais c'est juste, enfin, c'est terrible parfois. C'est-à-dire que, parce que je sais que en fonction du nombre de répétitions que je vais faire, le personnage, il évolue petit à petit. Et je commence à séparer des trucs, je commence à mettre du contraste, tu vois, à simplifier la ligne, à enlever des choses, tu vois, à enlever des choses qui n'étaient pas nécessaires. Et donc, du premier dessin au dernier dessin, tu vois qu'il y a une évolution. Donc, si tu es constamment dans l'accélération de se dire le premier dessin, c'est celui que je vais poster parce que j'ai besoin d'avoir un nouveau suiveur, à mon avis, tu es dans le faux, tu vois. Ouais. Tu es dans le faux parce qu'il faut travailler ton truc, il faut le sculpter, ton truc, faut louper, tu vois, faut louper tes gammes. Quand tu fais de la guitare, encore une fois, faut en chier, tu vois. Enfin, c'est ça le travail aussi. Tu vois, il faut vraiment que tu te fasses les doigts. Il y a un côté technique, il y a un côté qu'il faut que tu passes au-delà avant de commencer à faire des mélodies qui soient intéressantes et qui soient au-delà de ce que tu pouvais même imaginer au départ, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est Donc, comme pas se précipiter. Pardon, j'ai pas compris ce que tu dis. Ne pas se précipiter, c'est quand même Ouais. quelque chose qui est, c'est une recommandation, disons, que j'apporterai, en fait. Ouais, non, ça me paraît excellent. Et d'ailleurs, je vais pousser un peu l'analogie un peu plus loin. Tu parlais de musique, une analogie que j'utilise souvent, mais comme tu utilises assez régulièrement le mot de muscle, et je trouve ça très intéressant comme tu l'utilises, il y a quelque chose d'assez tragique dans la façon dont un muscle se développe, en fait. Le muscle, pour se développer, il faut tout simplement l'atrophier, en fait. À chaque fois que tu fais de l'exercice, tu détruis un petit peu, tu défais un petit peu la fibre, et c'est pour ça que c'est douloureux. Après, c'est en se reconstruisant que le muscle grossit. Donc l'analogie me paraît intéressante. C'est en creusant, c'est en allant plus loin, en souffrant, et ce côté un petit peu malheureusement souffrance avec lesquels beaucoup de gens ont pas envie ou que beaucoup de gens ont pas envie de côtoyer, mais qui fait qu'il y a évolution en fait. Il peut pas y avoir l'un sans l'autre. Donc ouais, je comprends parfaitement ce que tu veux dire et ça me paraît un excellent conseil. Qu'est-ce que tu recommanderais à un artiste qui est en panne d'inspiration? Alors, je pense que le manque d'inspiration peut être nécessaire. On parlait de la souffrance tout à l'heure. La définition de la souffrance, c'est le red light qui se passe à l'intérieur de toi, qui te prévient que quelque chose va mal. Okay, c'est un warning. C'est le seul warning qu'on a qui te dit oh, ça, j'aime pas ça, il y a un truc à changer, ou dans ma vie, ou dans le. Tu vois, okay. Ça c'est la souffrance. Heureusement qu'il y a ce muscle, enfin, qu'il y a ce truc-là. Si on n'était pas attribué de cette petite lumière, en fait, on ne saurait jamais quand est-ce qu'on est bien ou pas bien. Tu vois, on ne pourrait pas, tu vois, gérer en fait cet état de bien, cet état de bonheur ou de tristesse ou peu importe en fait. Okay, et donc pour revenir à ta question, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que le manque d'inspiration peut être aussi la fin d'un chapitre. Tu vois, peut être quelque chose où tu as persévéré une idée pendant pas mal de temps, où tu as cru que tu étais quelqu'un, où tu as cru que c'était cette façon-là de le faire, ou pendant un petit moment, et puis bam, tu arrives à une dead end. Hop.
Tu vois, fin du film, interlude, plus d'image, plus de son. Ok. Je trouve que c'est chapitres vachement intéressants. Moi, en l'occurrence, parce que j'en ai eu beaucoup. Et donc, j'appelle ça un reset. Ok. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut pas continuer, tu vas planter le clou de la même façon. Tu peux quand tu travailles. Quand tu travailles et tu sais que tu creuses quelque chose, oui, tu creuses ton trou, quoi. Tu vas trouver ton petit trésor au bout d'un moment. Mais là, je parle un petit peu plus de la souffrance où tu sens que tu es au bout du rouleau, tu vois, il se passe plus rien. Ce que tu fais, c'est plutôt médiocre. En tout cas, tu n'avances pas dans le truc. Et là, je recommande vraiment vivement de prendre une pause, quoi. De prendre une pause. On a tendance à dire, ah non, il faut dessiner tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Si tu n'en as plus le désir, ou si d'un coup, tu vois, tu manques de passion, ou que ça n'a aucun sens, quoi. Tu vois, ça n'a plus de sens, par exemple, tu vois. Faut prendre un break, il faut faire autre chose. Où tu prends, ou t'arrêtes de dessiner pendant un petit moment, ou t'arrêtes de produire, tu vois. Et tu peux aussi, tu peux voyager. Alors moi, en l'occurrence, c'est ce qui m'aide. Quand je suis en panne, j'arrête tout et je pars en voyage. Parce que d'un coup, tu rafraîchis ta mémoire, tu rafraîchis ce qui t'intéresse, d'un coup, tu changes ta perception de la vie, et puis tu reçois. Ce que tu as donné pendant un petit moment, tu as donné beaucoup, tu as rempli le bocal, hop, tu fermes le bocal, tu le mets de côté, et maintenant, il est temps de recevoir. OK? Donc, tu peux aller voir plein de films, tu peux aller, si tu es à Paris, il y a des pièces de théâtre, tu peux aller voir des comiques, et tout ça, ça va refabriquer en fait ta source. Ok, ta source est tarie, il est temps de la re-remplir, en fait, tu vois, pour pouvoir puiser ensuite là-dedans, dans cet amas de richesses que tu vas accumuler. Chacun il doit y voir midi à sa porte. J'ai aucun détail à donner là-dessus, tu vois, ou de conseils, mais tu dois trouver quelque chose, en fait, qui te permet de te séparer de ça pendant un petit moment et de faire un petit peu autre chose, de faire du sport, de tout ça. Quand on dit qu'il faut faire du sport, c'est pas une légende, c'est aussi ça. C'est-à-dire que tu fais travailler quelque chose d'autre, tu vois. Et pendant que tu fais du sport, tu dessines pas. Par contre, ton imagination, elle est peut-être ouverte. Tu vois, tu peux peut-être penser à des histoires, à autre chose. Donc là, t'es pas dans le dessin, t'es pas dans la fabrication, dans la technique. Là, tu es vraiment dans l'imagination, dans le laisser aller, tu vois. Et donc, il y a quelque chose qui peut vraiment fleurir là-dedans et que tu peux coucher sur le papier ensuite. Donc, je pense que le manque d'inspiration, c'est juste des fins de chapitre. Et c'est des moments hyper importants pour ton évolution. Donc, il faut les embrasser. Il faut vraiment les embrasser. La souffrance, il faut l'embrasser. Hein. C'est hyper salutaire. C'est hyper salutaire. Excellente réponse. Très, 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 très profonde et pratique à la fois. Et l'autre question, donc, c'est quelqu'un qui chercherait son style. Est-ce que c'est à peu près la même réponse au final? Non. Alors, chercher son style, encore une fois, ça va dépendre de. Alors, attends, laisse-moi réfléchir pendant une seconde. La nouvelle génération, c'est une maladie de la nouvelle génération, ça. Ok, dont on a beaucoup moins souffert de ma génération, des générations d'avant, et uniquement parce qu'en fait, il y a un amalgame, enfin, il y a une recrudescence et une quantité d'inspiration à travers l'écran qui est infinie, absolument infinie. Ok, c'est-à-dire que tu peux passer littéralement une journée entière sur Instagram, sur Pinterest, à collecter des choses, à être inspiré, en fait, tu vois. Et tu vas donc, par conséquent, trouver des artistes phénoménaux avec des styles divers. Et tu vas dire, oh, ça c'est moi. Oh non, ça c'est moi aussi. Oh non, ça c'est moi. Et donc, la conséquence de ça, c'est que tu te perds, en fait. Tu te perds tu vois, dans ce diapason d'imagerie, tu vois. Et donc, tu ne sais plus qui tu es. Donc, je pense qu'il y a des crises identitaires. Beaucoup de crises identitaires aujourd'hui. Et les gens ne savent plus trop qui ils sont. Okay, donc, il y a un manque notoire, et je le sens à travers les portfolios, de griffes. Tu vois, ce qu'on appelait la griffe en France. Tu vois, vraiment, un mec comme Moebius, tu vois, dessine d'une façon particulière, et un mec comme Franquin, tu vois, c'est des signatures qui sont tellement fortes, en fait. C'est des gens qui ont tricoté leur truc, tu vois, ils ont continué à creuser, tu vois, ils n'ont pas été inspirés ou influencés. Ils l'ont été, by the way, ils l'ont été. Mais ils ont quand même, ils ont creusé leur propre trou, disons. Et ça, je le vois de moins en moins. Ok. Alors pour ça, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus, tu vois. Je pense que
C'est là où il faut fermer les livres de temps en temps. C'est là où il faut aussi arrêter de prendre des références tout le temps, tu vois. C'est là où tu te permets de te balader avec ton sketchbook, tu vois, et de t'asseoir sur un rocher et d'être toi en communication avec ton âme, avec ton imagination, tu vois, et d'être sans filet. Là, tu es sans filet, tu vois. Tu te laisses aller, peut-être que ton travail n'est pas nécessairement obligé d'être vu par tout le monde. Tu n'es pas obligé de poster sur Instagram. Chaque dessin n'est pas postable de toute façon, tu vois. Il y a des dessins qui sont simplement euh, pour la manifestation d'une illustration qui va donner quelque chose plus gros plus tard, tu vois. Et ce dessin-là, il n'est pas spécialement joli. Il est simplement le premier dessin qui jaillit de ton imagination, qui percute le sketchbook, et donc il peut être tortueux, il peut être bidon même, tu vois. Par contre, il est là. C'est comme un mot, c'est comme une écriture. Moi, en l'occurrence, je travaille beaucoup comme ça. C'est-à-dire que mon sketchbook, il est pas joli à voir. Il est pas du, tu vois. Il est juste, j'ai une idée, et je dessine ce dessin pour pas le perdre. OK? Et j'y reviendrai plus tard. Donc, c'est une c'est une réserve. Donc, moi, je conseille aux plus jeunes, disons, de savoir aussi. Alors, le premier exercice que je donne quand je donne des cours de character design, et je leur dis, en fait, j'aimerais bien savoir qui vous êtes, parce que je vous connais pas. Et donc, pour savoir qui vous êtes, j'aimerais bien que vous me donniez en fait une page, une feuille, une page, et vous mettez un peu dans l'ordre vos références visuelles et ce qui vous a inspiré, en fait, depuis que vous avez l'idée de faire ce métier-là, ou même depuis votre enfance, depuis la profonde enfance, jusqu'à maintenant. Et là, je découvre en fait, et donc ils m'apportent ça la semaine d'après, et je découvre en fait qui ils sont à travers leur monde visuel. Et c'est génial. C'est génial parce que je vois leurs influences et donc je commence à les comprendre. Je comprends pourquoi ils dessinent comme ça. Et c'est un très bon exercice à faire, de collecter quelques images en fait iconographiques de ce que tu penses qui soient les plus influentes de ta vie. Et c'est bon de faire ça parce que je leur dis, ben, pourquoi vous vous êtes écarté de tout ça tout le temps en fait? Pourquoi vous revenez pas à ça de temps en temps, aux sources de ce qui vous a inspiré au départ, tu vois? Parce que ça semblait fort à mon avis. Et puis les inspirations récurrente du net a fait que vous vous êtes perdu un petit peu, tu vois, et que tu vois. Donc ça c'est une nouvelle maladie. C'est la maladie une maladie contemporaine qu'on n'avait pas vraiment d'antan, disons. Donc voilà. Donc encore une fois, chacun il trouve midi à sa porte, mais c'est quelque chose sur lesquels les gens doivent faire attention parce que quand on est dans une boîte comme DreamWorks ou une autre boîte du reste et qu'on regarde les portfolios, si le portfolio ressemble exactement au voisin ou à celui d'avant ou à celui d'après ou à un film que j'ai vu il y a 2 ans, bah, je suis pas très intéressé en fait. Tu vois, moi j'ai besoin de voir quelqu'un qui a une technique élaborée, très bien, et en revanche aussi une personnalité. Je me dis, waouh, putain, dis donc, j'ai jamais vu un truc pareil. Mais d'où il sort celui-là? Tu vois, lui, il va apporter quelque chose dans mon équipe, c'est certain, tu vois. Parce que alors là, je comprends pas même ces traits, c'est quoi, c'est de l'ancrage, c'est de l'éponge, genre. Donc j'ai besoin d'être surpris finalement. Et donc pour ça, il faut que les gens se surprennent eux-mêmes. Donc voilà, c'est un petit peu ma réponse. Elle est un peu compliquée, un peu, tu vois. Non, non, ça me paraît excellent. Et ça, c'est quelque chose qui est assez propre comme tu le disais, c'est un mal de la génération. Donc ce genre de réponse est assez propre aux artistes de ta génération. J'ai déjà écouté plusieurs fois, pas dites comme ça. Mais ça me paraît vraiment passionnant que vous rameniez toujours l'art à une pratique vraiment intérieure, en fait. J'ai l'impression que justement, par rapport à ce dont tu parlais, les médias sociaux, les réseaux sociaux, tout ça, la pratique de l'art s'externalise de plus en plus, en fait. C'est-à-dire j'ai l'impression que les artistes de ma génération et ceux qui viennent juste après font vraiment l'art de l'extérieur vers l'intérieur. Alors vous faisiez l'art de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que nous, on passe notre temps à regarder des choses, à être frustré par les choses, et en réalité, on fait de l'art plus pour atteindre un niveau, plutôt que pour découvrir une réalité ou pour explorer un message interne. Ta réponse me paraît pas du tout compliquée, elle me paraît au contraire très 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 éloquente, et le genre de message qui, à mon avis, est très important de délivrer, parce que cette génération, et en particulier dans une culture un peu complexée comme la culture mexicaine, complexée dans le sens où on voudrait accéder à Hollywood et tout ça, c'est quelque chose dont on va probablement parler maintenant. Je pense que c'est très bien aussi de rappeler, rappelle-toi d'où tu viens en fait, surtout si tu viens d'un pays riche visuellement comme le Mexique, culturellement,
Oublie pas tes racines. Essaie pas de les vendre pour vouloir ressembler à Hollywood ou quoi que ce soit. Non. Puise dans ce que tu as parce que c'est un puits sans fond et toi tu t'en rends pas compte et t'essaies juste de voltiger au-dessus dans la superficialité. Donc non, ça me paraît fascinant ce que tu viens de dire, vraiment fascinant.